BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir. À vos côtés, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Et François Jubin. Bonsoir François. Bonsoir. Le président de WiseAM avec nous également jusqu'à 18h. Direction Bruxelles, Delphine Liu, on vous retrouve, envoyé spécial de BFM Business qui suivait pour nous ce feuilleton du Brexit. Un coup à Londres, là c'est à Bruxelles, Conseil européen en cours, je crois. Delphine, quelles sont les dernières informations et les derniers éléments qu'on peut avoir sur notamment la position commune de réponse de l'Union européenne à la demande de Theresa May? Eh bien, l'Union européenne n'est pas prête à signer un chèque en blanc à Theresa May. On semble se diriger vers un oui, mais oui à un report, mais un report technique et un report sous condition. Un report si la date limite en est fixée au 22 juin, c'est-à-dire juste avant les élections européennes. Le 30 juin demandé par Theresa May serait trop compliqué selon la Commission européenne par rapport donc à ces élections. Et puis surtout, deuxième condition et pas des moindres, il faut absolument que la Chambre des communes, la semaine prochaine, valide ce fameux accord de retrait qu'elle a déjà rejeté par 2 fois. Ce report, il doit être technique et uniquement pour finalement juste finaliser la ratification de cet accord de retrait. Clairement, depuis les dernières 24 heures, le ton s'est durci du côté des Européens exaspérés par les atermoiements de Theresa May. C'est Emmanuel Macron qui dès hier a fait figure de père fouettard en quelque sorte, avec un discours très dur, pas question d'accorder un report si Theresa May n'a pas de stratégie crédible. Il a enfoncé le clou tout à l'heure en arrivant, en disant que si cet accord n'était pas ratifié la semaine prochaine, tant pis, nous irions vers le no deal. Les 27 semblent donc officiellement prêts à assumer ce risque d'un divorce sans accord. La grande question, c'est jusqu'où peuvent-ils aller? Est-ce que c'est un coup de bluff pour pousser les députés britanniques à enfin ratifier cet accord la semaine prochaine? Jeu de poker menteur, jusqu'où peuvent-ils aller? C'est la grande question en ce moment. Ouais, c'est intéressant, ça nous rappelle aussi les grandes heures de la négociation avec la Grèce. Alors à l'époque, c'était plutôt Berlin, l'Allemagne qui jouait le rôle de bad cop. Là, c'est peut-être Paris qui est plus dans le rôle de bad cop vis-à-vis de Londres, Delphine. Et forcément, il faut d'ores et déjà se poser la question d'un troisième échec pour Theresa May à la Chambre des communes et de ce qu'il pourrait se passer dans ce cas-là. Alors Emmanuel Macron, dans la position de négociation, nous dit ce sera no deal. Évidemment, on n'imagine pas qu'on arrive automatiquement aussi directement au no deal. C'est vrai que fondamentalement, personne n'en veut de ce no deal catastrophique pour les économies des deux côtés de la Manche et surtout pour l'économie britannique, à en croire les études. Alors qu'est-ce que les 27 pourraient faire en cas de rejet ou en cas de non-vote? Est-ce qu'ils vont accorder finalement un report de courte durée sans que cet accord soit ratifié? Est-ce qu'ils accepteraient finalement d'accorder un report de longue durée, sachant le casse-tête que ça va créer avec les élections européennes? En tout cas, cet accord longue durée, officiellement, Theresa May n'en veut pas. Elle a fait une allocution hier soir devant Downing Street. Elle a eu cette petite phrase très intéressante: je ne suis pas prête à reporter le Brexit au-delà du 30 juin. Et beaucoup ont interprété cette petite phrase comme si elle sous-entendait finalement qu'elle pourrait démissionner donc en cas de troisième rejet de son accord la semaine prochaine par les députés britanniques. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est ce pari-là que les 27 sont en train de faire? Est-ce que c'est le pari de la démission éventuelle de Theresa May? Peut-être, en tout cas, cela provoquerait un report longue durée, de facto évidemment, du Brexit. En tout cas, à force de s'approcher du gouffre, Londres et Bruxelles pourraient se retrouver tout au fond à leur corps défendant. Merci beaucoup Delphine. On vous retrouve évidemment dès que nécessaire, en tout cas ce soir sans doute sur l'antenne de BFM Business. Demain encore pour suivre ce Conseil européen et les négociations entre Londres et Bruxelles. Delphine Liu, envoyée spéciale de BFM Business à Bruxelles. Vos commentaires en plateau, Sophie Chevelier, j'ai demandé qui voulait commencer sur le Brexit. Vous avez levé la main, Sophie. Pour dire quoi alors? Pour avoir la punition en premier. Non, pour dire simplement que du point de vue de l'investisseur,
investisseurs et des marchés. Bon, déjà, il y a une forme de lassitude et on voit que le marché ne réagit plus tellement aux atermoiements. Le sterling baisse beaucoup quand même là. Oui, mais c'est concentré sur la devise qui est très liquide avec des positions en dérivés, etc. Donc c'est très 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 centré. Aujourd'hui, on ne peut pas se positionner sur l'Europe en imaginant qu'il y aura un no deal. Donc la probabilité reste assez faible et elle n'est pas intégrée par les opérateurs. La question elle reste entière et honnêtement j'ai pas lu quelque chose qui m'a vraiment convaincu d'un côté d'un autre. Si ce n'est qu'on fera tout pour éviter le no deal Brexit. Exactement, si ce n'est que l'objectif est quand même d'éviter ça. Mais c'est très très compliqué, c'est vrai, parce que aujourd'hui donc Theresa May est extrêmement affaiblie. Mais c'est quoi l'alternative à Theresa May ? Parce que, en fait, le problème, c'est que du côté des conservateurs, ce sont des gens qui sont no deal. Aujourd'hui, la dominante est no deal. Donc, Theresa May doit chercher du côté des travaillistes. Ouais. Et ça devient extrêmement compliqué parce que du côté des travaillistes, Corbyn, ça fait aussi un petit peu peur. Et donc, on est dans une situation où... Et c'est vrai que du coup, de ce point de vue-là, la Grande-Bretagne est devenue pratiquement spéculative, un peu non investissable. On a besoin d'y voir un petit peu plus clair et c'est pour ça que je pense que tout le monde prend un petit peu de recul par rapport à ça et reste sur le côté, entre guillemets. Ouais. Bon, Mabrouk, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Je sais pas, est-ce qu'on peut se projeter un peu dans l'arbre de décision là ? Non mais probabilité d'une troisième tentative, avec quelle chance de succès ? Est-ce qu'il y a quand même un peu plus de probabilité de chance que les 2 fois précédentes dans le cas actuel, dans le cadre actuel fixé par l'Union européenne ? En cas d'échec, quels sont le ou les scénarios qui apparaissent ensuite les plus probables si on essaye de faire ce travail-là ? La difficulté avec les arbres de décision, c'est qu'ils sont devenus instables, donc ça devient compliqué effectivement de se fier à cette façon de procéder. Le problème qu'on a, c'est que Theresa May, c'était vraiment sa stratégie, c'est-à-dire en gros de faire soumettre cette proposition de sortie à plusieurs reprises, et on voyait qu'au fur et à mesure, elle parvenait à grappiller des voix. Et elle se disait peut-être fondamentalement, in fine, je vais peut-être parvenir à un accord voté par la Chambre des communes. Bon, malheureusement, on sent bien que cette stratégie touche à une certaine limite. Donc le troisième coup, a priori... Oui, c'est ça, elle a le droit à une chance de plus, quoi. C'est ça. Donc elle a le droit à une chance de plus. Donc on sent bien que de ce côté-là, Theresa May est cornérisée. Donc en fait le problème c'est qu'on a vraiment affaire à un ensemble d'individus, d'institutions qui évoluent avec des contraintes extrêmement fortes. C'est-à-dire on a l'Union européenne qui cornérise Theresa May en disant de toutes les façons s'il n'y a pas d'accord, nous on n'a pas peur, on ira effectivement jusqu'au no deal. Bon, après ça c'est effectivement ça n'engage. C'est la position de négociation aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, il faut adopter une position ferme pour arriver à un résultat. De l'autre côté, Theresa May, entre guillemets, reporte la faute sur les conservateurs en disant mais si jamais effectivement on arrive à une catastrophe, le no deal, ce sera de votre faute. Donc il faut assumer cette position-là. Donc aujourd'hui, tout le monde... Ce qui a le don de braquer encore plus les parlementaires. Exactement, ça l'effet contre-productif, ça l'effet inverse, donc totalement contre-productif, ce qui fait qu'on arrive à une situation de paralysie. Et effectivement, le no deal aujourd'hui n'est pas le scénario central, c'est un scénario qui reste minoritaire. Toutefois, il est en train de progresser. À l'instar effectivement de ce qui se passe sur la devise britannique. Donc c'est un peu le reflet de cette montée, un peu de cette probabilité de no deal qui devrait, qui augmente au fur et à mesure finalement que la date butoir se rapproche. Quant à finalement à avoir une sortie, le Parlement s'était quand même exprimé en disant on ne veut pas d'une sortie désordonnée. Donc on a eu un vote clair là-dessus et sans ambiguïté. Non contraignant, mais un vote dans une démocratie parlementaire. Exactement. Donc maintenant, on a cette volonté du Parlement britannique de ne pas vouloir sortir de l'Union européenne sans un cadre, un chemin, ouais. Voilà, un cadre précis. Néanmoins, on sait bien que d'ici le 23 mai ou le 30 juin, peu importe en fait la date fixée par l'un ou par l'autre, il n'y a aucune avancée qui pourra être commise, crédible en tout cas, puisque fondamentalement on parle toujours du même problème qui a été mis en avant dès le début en fait de cette histoire de Brexit, c'est-à-dire le backstop, la frontière, etc. etc. L'avancée politique possible, c'est ce que laissait entendre Delphine Liu, notre correspondante à Bruxelles, c'est le départ de Theresa May, l'organisation de nouvelles élections. Nouvelles élections, très bien, donc ça voudrait dire... Avec toute l'incertitude que ça comporte, je suis bien d'accord. C'est aux Britanniques, entre guillemets, de demander cette fois-ci un report long, et si les Britanniques n'en font pas la demande, par ailleurs, parce que c'est important, l'Union européenne ne peut pas, entre guillemets, proposer aussi aux Britanniques, on vous propose un report long. Non, c'est aux Britanniques de le faire. Ouais. Et si par malheur ou par hasard, peu importe, on a de nouveau un candidat qui n'est pas forcément pro-européen, qu'est-ce qui se passe ? Et puis encore une fois, ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'alternative travailliste,
fait un peu peur. Non, elle aussi. n'est pas évidente, oui, non, c'est sûr. Et rappelons que toutes les décisions de l'UE à ce sujet doivent être prises à l'unanimité. Hein. Donc, un veto, et on peut partir au hard Brexit technique. Hein. C'est un fusil, hein. Voilà. Et bon, on essaye pour l'instant, il y a quand même une forme d'unanimité préservée, mais on commence à avoir des positions qui peuvent apparaître un peu divergentes. Alors, est-ce que c'est le bluff de la négociation? Est-ce que chacun est dans son rôle? Ou est-ce qu'il y a vraiment des divergences de vues aujourd'hui au sein de l'Union européenne? Bon, ce sera à surveiller à l'occasion de ce Conseil européen. François, vos commentaires, c'est assez libre en termes de commentaires sur le Brexit. Et ça n'a une durée de vie que très limitée, je le précise à chaque fois. Voilà. C'est de la haute fréquence. Pour pas que vous sentiez engagé sur un pronostic ou quelque chose. Non, la volonté que tous les observateurs ont, c'est une chose. La probabilité qu'on y arrive, je pense que malheureusement, je vois pas comment on va échapper aujourd'hui à ce Brexit dur. Ah, ça reste pour vous presque la probabilité principale. Je vois les enchaînements et là, je me dis, mais comment on va pouvoir, où est l'échappatoire la semaine prochaine, arriver à une solution qui soit un Brexit. Alors, le vote, j'y crois pas trop. Le report, ça voudrait dire qu'on est la démission de Theresa May. Et là, les Européens diraient, comme il y a démission, comme il y a réélection, on va peut-être... Oui, c'est un changement radical qui peut justifier... Comment on fait ça? Est-ce que c'est une condition suffisante? Oui. Est-ce que c'est une condition suffisante? Qu'est-ce que ça va donner par rapport aux problématiques liées aux élections européennes et autres? Moi, je pense que la probabilité d'un hard Brexit, elle a augmenté. Hein. Elle est très forte. Bon. Et on voit bien que donc depuis quelques jours, quoi. Enfin, ça change effectivement. Non, mais le sterling, s'il reste un juge de paix, alors je comprends effectivement, hein, ça reste un marché spéculatif, on peut le dire, hein, sur le Forex. Pardon? C'est encore très léger. Oui, on était tombé à quoi? 1,15, 1,16 après le référendum. Enfin, on est très très loin des plus bas qu'on a marqués sur le sterling au lendemain du référendum de 2016. Bon, le sterling qui décroche encore quand même aujourd'hui, il faut le noter, de 1%, hein, je le disais tout à l'heure, 1,3060, 1,3060 pour un sterling. On était plus proche de 1,33 il y a encore quelques jours à peine. Et ben voilà, on clôture le dossier Brexit et on va passer à la Fed avec nos invités du Club de la Bourse. Sophie, oui. C'est important quand même parce que je ne sais pas quelle probabilité vous attachez à un éventuel hard Brexit, mais aujourd'hui c'est difficile de mettre de l'argent sur l'Europe si on pense qu'à la fin de la semaine prochaine il y a un hard Brexit. Oui. D'ailleurs, on le voit, ça commence à peser sur les indices européens. Ça nous fera peut-être la transition avec la Fed, mais l'euro qui avait repris quelques couleurs commence à revenir en arrière. On voit le franc suisse qui commence à reprendre un peu. Donc, effectivement, c'est difficile de mettre de l'argent sur l'Europe. Déjà qu'on ne croulait pas sous les flux entrants. Hein, donc, plutôt une décollecte permanente de ce point de vue-là. Donc, c'est vrai que pas de grand changement. Bon, ça n'empêche pas le marché de continuer à monter. Et ça, c'est aussi une question qu'on va se poser. Mais d'ailleurs, avec la Fed, on va se poser la question du marché. Est-ce qu'on achète encore la Fed devenue à ce point accommodante? C'était une surprise quand même pour certains hier soir, même ceux qui sont parmi les plus accommodants ou qui plaident pour le plus d'accommodation. Là, la Fed semble être allée encore au-delà de ce qu'on pouvait espérer, ou en tout cas de ce que certains espéraient. On marque une pause et on aborde le sujet avec nos invités juste après. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, François Jubin, président de Wise AM, Sophie Chauvelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management, Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFT IM. La Fed, est-ce qu'on parle d'une capitulation totale de la Réserve fédérale américaine hier soir, Mabrouk? Il est urgent de ne rien faire. Pourquoi? Quels sont les arguments de la Fed? Et l'autre question, du point de vue de l'investisseur, est-ce que c'est rassurant ou est-ce que c'est inquiétant? Alors, il y a beaucoup de questions. Donc la première, si on regarde effectivement la décision de la Fed, qu'est-ce qui a motivé cette décision? D'une part, c'est un ralentissement de l'économie, pas effectivement de tension manifeste au niveau des prix. Sur la sphère nominale, c'est sous contrôle. D'ailleurs, la Fed, on a même profité pour réviser à la baisse sa projection de croissance sur son indicateur fétiche, entre guillemets, le PCI, le core PCI. Donc une croissance... Donc là, c'est l'inflation, hein, c'est ça. Voilà, c'est le déflateur de la consommation des ménages. Et on a par ailleurs aussi une croissance qui a été revue en baisse. Alors, pas de péril dans la demeure. C'est 2,1 pour cette année, quoi. C'est pas. Oui, on vient de très loin. C'est-à-dire qu'on fait moins 0,8 par rapport à l'an dernier. On reste au niveau du potentiel. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que si on est au niveau du potentiel, il n'y a pas de tension inflationniste, il n'y a pas de création d'emplois. Donc on aura un marché du travail
que la Fed a souligné effectivement solide, mais globalement la fin de cycle, enfin, du moins l'épuisement du cycle, si je puis dire, est en train manifestement de se produire. Donc dans ce contexte-là, la Fed ne souhaite pas commettre d'erreurs de politique monétaire, et quand on regarde, finalement, elle est passée en mode plutôt risk management, plutôt que durcissement des conditions. Ça veut dire quoi, ça, si on essaye de traduire? Elle a quand même dans le statement, enfin dans le discours du FOMC de Jérôme Powell, il y a quand même plusieurs risques qui ont été mentionnés, le Brexit, tout ce qui concerne effectivement la sphère commerciale, etc. Donc tout ceci, ça a été mentionné. La Fed aujourd'hui pense qu'il y a vraiment une asymétrie qui consiste à dire si je remonte les taux, je crée peut-être je casse la machine finalement de la croissance économique, alors que si je ne fais rien finalement, la croissance économique peut continuer finalement de décélérer en bon ordre et pas de manière dispersée. Est-ce qu'elle est juste dans son diagnostic et est-ce qu'elle est juste, selon vous, dans le réglage de sa position de politique monétaire aujourd'hui? Parce que même les plus accommodants, voir que la Fed a effacé toutes les hausses de taux qu'on pouvait projeter d'ici la fin, le marché l'avait déjà fait, d'accord. Mais du point de vue de la Fed, c'était quand même un pas à franchir. Alors ils étaient sur des dots effectivement où ils anticipaient 2 hausses de taux pour cette année et donc là ils les ont effacées. Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'ils ont maintenu une hausse de taux pour 2020 et pour 2021. Bon, ça à la limite, c'est une option gratuite, ça coûte rien. Oui, voilà, ça a plus grand sens, j'allais dire. Ça a plus grand sens, le marché dans un sens totalement différent et puis on voit mal effectivement comment est-ce qu'ils pourront faire ça. Mais l'autre point, ce qui a quand même surpris aussi les marchés, c'est le caractère non conventionnel aussi qui a été mis en avant. Donc on arrête clairement la réduction de la taille du bilan en septembre et surtout c'est qu'ils vont utiliser l'argent dont ils disposent pour racheter des treasuries. Ça c'est important dans un contexte où on sait que le Trésor américain va émettre. Pourquoi est-ce qu'il va émettre encore plus? Pour financer la réforme fiscale passé de Trump, parce qu'à un moment donné, la dette augmente et le déficit augmente, et donc il faut bien financer en émettant les obligations. Donc pour éviter un durcissement des conditions monétaires qui viendrait finalement de la sphère fiscale passée, la Fed a pris cette décision. Donc, et clairement, en termes de classe d'actifs, là, ça profite à beaucoup de monde. François Jubin, je rappelle, début octobre, la Fed était trop dure du point de vue des marchés. L'économie américaine n'a jamais été en aussi bonne forme. C'était le discours de Jérôme Powell. Nous aurons sans doute besoin d'être restrictifs à un moment dans notre politique monétaire. Ça, c'était il y a 6 mois à peine. Aujourd'hui, c'est plus besoin de monter les taux. Et oulala, jamais on sera là pour freiner l'économie américaine. Et d'ailleurs, Powell l'exprime assez simplement. Il a l'avantage ou l'inconvénient, je sais pas, de ne pas être économiste, en tout cas de s'exprimer assez simplement par rapport à ça. L'objectif ultime de la Fed, c'est d'accompagner la croissance de l'économie américaine. Ça semble être un changement quand même très important en quelques mois là. On aurait pu imaginer une communication un peu moins dovish, parce que finalement le rebond des marchés, en fait, quelque part, la Fed a sans doute été influencée par ce qui s'est passé sur les marchés financiers au dernier trimestre, avec l'idée que la volatilité venant, ça a eu des implications sur la confiance des ménages, sur la confiance dans un bon nombre de secteurs. Et finalement, la Fed a souhaité réagir rapidement, ce qu'elle a fait dès janvier dans sa communication. Ouais. Mais là, on avait quand même... on a des stats qui sont certes revus légèrement à la baisse, mais des economic surprises qui sont certes en retrait, mais pour autant on a quand même une économie qui semble solide. Moi j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'était si dovish que ça. Vous faites partie de ceux qui s'inquiètent de voir une Fed devenir à ce point accommodante aujourd'hui. Finalement, on voit bien la réaction que ça a sur les marchés, puisque finalement, ça va continuer à soutenir les actions, là où elles avaient quand même... On est revenu sur le Nasdaq, sur les plus hauts qu'on a connus en 2018. Donc finalement, il n'y avait pas vraiment urgence de ce côté-là. Voilà. Sauf à ce qu'il y ait un certain nombre d'informations qui seraient plutôt de nature anxiogène. Voilà. Mais bon, je suis un peu surpris du ton qui a été, de l'ensemble de ces mesures. Et ça veut dire quoi? C'est un signal pour vendre, c'est un signal pour prendre ses profits, vraiment passer à une phase de réduction de son exposition au risque, ou est-ce que non, c'est à l'inverse, boum, on va à 3000 sur le S&P 500 dans 2 mois, quoi. Alors, peut-être pas revenir. C'est 5% tout de suite, mais 5%. Se laisser quand même porter un peu, parce que quand même c'est une news. C'est quand même une news. Et puis là, on va rentrer. Donc ça reste favorable à la prise de risque.
ça reste, enfin, au risque embarqué, oui, je pense qu'aujourd'hui, là, on voit bien les réactions qu'on a sur le marché, ça tient. Alors après, il y aura peut-être notre premier sujet, le Brexit, qui va peut-être... Oui. Mais bon, ça, on en a parlé. Mais donc voilà, moi je pense que c'était peut-être un peu exagéré, parce que peut-être elle aurait bien fait de garder un peu de munitions pour les temps à venir. Sophie Chevelier, vos commentaires sur la Fed et puis la question de marché. Voilà. Est-ce que c'est le signal qu'il faut commencer à prendre ses profits peut-être de manière sérieuse, significative, ou est-ce que non, la direction c'est 3000 points sur le S&P 500 dans 2 mois? Moi, je pense que la réaction de la Fed, elle est très raisonnable dans le contexte actuel. D'ailleurs, la Fed a eu un parcours presque parfait finalement sur tout ce cycle. Mais elle s'est fait très peur en fin d'année, début d'année. C'est-à-dire que les tensions, le problème n'était pas tant le monde des actions, mais dans le monde obligataire, avec le stock de dette qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, et notamment dans les leverage loans. Il y a un risque qui a été soulevé par la plupart des banquiers centraux ces derniers mois, que ce soit Janet Yellen, que ce soit Ben Bernanke, avec effectivement, et j'écoutais une conférence de Janet Yellen la semaine dernière, où elle expliquait qu'en fait, il y avait beaucoup plus de freins à la hausse de taux que de freins à la baisse de taux. On a devant nous une situation aux États-Unis où on a une impulsion budgétaire forte, mais qui va s'interrompre avec un risque politique qui va être la confrontation des points de vue démocrates, républicains, et des démocrates qui n'ont pas forcément envie de faire des cadeaux à Donald Trump à partir de l'automne. L'arrivée au bout donc de budget budgétaire, de l'impulsion fiscale, et puis un contexte global compliqué avec une récession industrielle quasiment globale. Enfin, faut pas oublier les PMI manufacturiers en Europe, en Asie, Chine, Corée, Taïwan. Donc c'est le reste du monde qui leur fait peur là, d'une certaine manière. Et avec des incertitudes, voilà, le reste du monde qui fait peur, et puis des incertitudes fortes avec des discussions sino-américaines qui certes progressent, mais enfin qui sont toujours repoussées dans le temps, donc un calendrier qui tend à s'étendre, alors que on voit, même aux États-Unis, la demande industrielle elle est quand même moins bonne. Le point d'interrogation du Brexit, Mario Draghi en a parlé aussi, ça, même si on pense que c'est une probabilité faible, ça reste un point d'interrogation. Donc on a un contexte d'entreprises américaines assez endettées, d'un coût de la dette qui a beaucoup remonté, d'un service de la dette, parce que finalement c'est la question de la Fed au fond c'est ça, d'un service de la dette qui commence à être plus élevé aux États-Unis, et donc là la Fed a acheté du temps. Elle a dit, le service de la dette va remonter moins vite, on va accommoder, on va continuer à... C'est là que c'est une pause structurelle, là. C'est beaucoup plus qu'une pause de quelques mois liée à la baisse des marchés, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental comme position et beaucoup plus durable que ce qu'on imaginait. Tant que la Réserve fédérale ne devra pas faire face à des tensions inflationnistes, ce qui ne semble pas se dessiner, c'est pas ce qui est prévu dans le scénario. Elle n'a aucun intérêt à resserrer les taux à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment... Aujourd'hui, c'est plus facile de les baisser que de les monter. Et je pense que Janet Yellen l'expliquait très très bien. La configuration maintenant est plus facile comme ça. Et c'est vrai que donc, c'est extrêmement positif pour les actions. Alors bien sûr, pas pour les banques, on en avait parlé la dernière fois, puisque là, c'est très difficile de gagner de l'argent quand on est une banque. Mais par contre, c'est très positif pour tous les secteurs qui vont bénéficier. Donc ça plaide pour au moins maintenir le niveau de risque encore aujourd'hui dans les portefeuilles. Oui, de toute façon, on est là, on vient de gagner quelques mois. Oui. Et c'est pas gênant que le marché, après la Fed, hier soir, sorte renforcé dans sa conviction que le prochain move, c'est une baisse de taux, et c'est une baisse de taux dans moins d'1 an maintenant. On a la question de l'impulsion fiscale. Donc, quand ça s'arrête, qu'est-ce qui va se passer réellement? Donc, bon, après, le marché, il s'ajuste en continu. S'il y a un deal passé à l'automne entre républicains et démocrates pour qu'il y ait une poursuite du soutien budgétaire, la hausse de taux... Oui, le scénario se réajuste en permanence, je suis d'accord. Donc, pour l'instant, la baisse de taux 2020 qu'intègre le marché, vous dites, c'est encore un peu prématuré. Bien sûr. Non, parce que la probabilité semble s'être renforcée quand même encore. Plus directement à votre question, la crainte qui pouvait peser sur les actifs risqués au niveau international d'une fin de cycle aux États-Unis est repoussée. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, on reste plus confortable avec les actifs risqués encore pendant un petit peu plus longtemps. Coup sur coup, je note quand même les deux grandes banques centrales, BCE et Fed, qui surprennent
avec leur dovishness, alors que le marché est déjà très très dovish, n'attend plus rien des banques centrales, les taux, enfin évidemment tout ça avait déjà été balayé par le marché. Coup sur coup, on a 2 banques centrales qui surprennent encore le marché avec une position plus accommodante que ce qu'on imaginait. Je note juste au passage, il y a quand même une banque centrale qui a monté ses taux aujourd'hui, c'est la banque centrale de Norvège. Voilà. Pour dire qu'il y en a une. Oui. Bon, les Norvégiens, c'est encore un peu différent. Oui, c'est un monde à part. On a des banques centrales qui achètent du temps. En fait, tout le monde achète du temps aujourd'hui. Donc, que ce soit Donald Trump qui achète du temps en repoussant effectivement au mois d'avril, au mois de juin, les. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on entend ça. Oui, mais les banques centrales, oui, Trump, c'est plus récent. Donc, oui. Il a changé effectivement de façon de faire en quelque sorte. Non, les banques centrales se sont mis dans ce mode-là de repousser finalement cet achat de temps. Et puis, ce qui est important, c'est que ça ne profite pas qu'aux actions, en fait, cette histoire. C'est que quand vous êtes en mode risk-on, entre guillemets, vous allez aussi vouloir renforcer des positions sur la dette émergente. Vous avez le dollar qui s'affaiblit, donc que ce soit en devise locale ou en devise dure, les actifs émergents en bénéficient. Vous avez bien sûr les actifs obligataires, la sphère du crédit. Donc aujourd'hui, quand on est exposé, effectivement, c'est une bonne, entre guillemets, une bonne nouvelle. Cela dit, le problème, encore une fois, c'est qu'on achète du temps. Et on sait très bien que plus on repousse quelque part l'échéance, et plus dure sera la chute si jamais un jour elle intervient. Et globalement, ça voudrait dire un revirement de politique monétaire quand même assez fort. Le marché qui anticipe une baisse de taux en 2020, une banque centrale ne baisse jamais ses taux, c'est pas de raison de le faire. En tout cas, la seule raison, entre guillemets, pour laquelle une banque centrale baisse ses taux, c'est qu'il y a une récession qui arrive. C'est qu'il y a une récession qui est en train de pointer le bout. Oui. Or là, effectivement, c'est là où on a fait quelque part un mismatch entre l'histoire financière, l'histoire économique. C'est que les économistes ne voient pas de récession, en tout cas on voit un ralentissement, on passe en dessus du potentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on est en croissance négative. En revanche, pour qu'une banque centrale baisse ses taux, il faudrait s'installer dans cette configuration-là. Et c'est là où effectivement ça devient difficile. Il y a un peu de schizophrénie là. Mais c'est finalement le fait de maintenir un peu une perfusion artificielle. Donc quelque part, on prend des décisions qui ne sont pas forcément rationnelles. Dernier commentaire avant qu'on marque une pause, Sophie et puis François, et puis on marquera la clôture. Ce qu'on a devant nous, ce qui est très très consensuel, c'était une récession technique en 2020 aux États-Unis, parce que finalement le cycle a été tellement long, ça va bien finir par arriver. Mais je pense que ce que fait aujourd'hui la Fed ne fait pas quelque chose pour éventuellement empêcher cette récession technique. La Fed fait quelque chose pour que cette récession ne soit pas trop dure. Parce qu'en fait, c'est la phrase de Warren Buffett, c'est quand la vague sortir qu'on nage sans maillot. Qu'on voit ceux qui étaient sans maillot. Et le problème de la dette aux États-Unis, de la dette corporate, c'est un problème réel. Et elle veut surtout éviter une redite de crise financière, avec un stress très très fort sur le marché du crédit qui est beaucoup plus profond aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe, faut pas l'oublier. Donc, et là on pourrait avoir finalement une récession qui de ce fait se creuse beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû être naturellement. Et je pense que c'est ça qu'ils essayent en ce moment de contourner. C'est ça. On est en train de préparer l'ampleur et la profondeur de la récession, de piloter ce moment-là. Mais si on ne le pas face à cette thématique juste très rapidement, il y a beaucoup d'acteurs émergents qui sont aujourd'hui lourdement endettés en dollars. Donc un durcissement des conditions monétaires, c'est-à-dire un durcissement du dollar, montée des taux, ça propagerait finalement une contraction, une dépression qui serait beaucoup plus forte au niveau mondial. François, un commentaire et puis on marque une sur effectivement les problématiques d'endettement, c'est la crainte, parce qu'à chaque fois que les récessions arrivent, c'est parce que elles viennent parce que des bulles d'endettement éclatent. Et donc aujourd'hui, on a des dettes qui sont importantes, des dettes privées dans tous les pays, des dettes publiques également. Donc je comprends tout à fait le point qui était développé. On va quand même vivre ce ralentissement et on va essayer quand même de capter l'incidence que ça va avoir sur les marges des entreprises et voir comment vont être résilients les différents business qu'on a à droite à gauche. Et d'ailleurs, on voit bien que on est reparti sur des choses assez consensuelles et on voit que la partie Nasdaq. C'est quoi consensuel? Oui, la tech. Nasdaq reprend parce que le business il est il est imperturbable, donc sera totalement insensible au cycle et inversement. Alors on a repris depuis depuis qu'on parle, ça s'est un peu inversé, mais si on regarde ce qui s'est passé lors de l'annonce de la Fed, on voit que les small caps américaines ont beaucoup moins profité
de cette position monétaire et sont depuis quelque temps dans une phase de reflux. Donc on va avoir ce ralentissement qui va à un moment donné mordre dans les small caps, on va dire plus proche de la dynamique domestique locale, interne de l'économie et moins porté par les méga tendances des tech et du Nasdaq. D'accord. Bon, très clair, on marque une pause. Clôture définitive dans un instant à Paris et en Europe. Et Andrea Tchioni qui sera en duplex avec nous chez Saxo Bank. À tout de suite. Clôture définitive sur les marchés européens et à Paris en tout cas après la période de fixing. Le CAC 40 qui termine sur une note neutre, moins 0,05%. Une pause qui s'installe. 2 séances de pause à Paris pour l'instant. 5378 points. D'autres marchés continuent de l'avant. On a vu le MIB italien qui gagnait encore 0,4%. À l'inverse, toujours la sous-performance du DAX allemand qui recule de 0,46% ce soir. La faiblesse du secteur bancaire, évidemment. On parlait de la Banque centrale, de la position très accommodante de la Fed qui a pour effet de faire baisser les taux. On a vu le 10 ans allemand sous les 5 points de base cet après-midi. 4 centimes de rendement pour la dette allemande à 10 ans. Tout ça pèse sur le secteur bancaire. BNP, Société Générale, Crédit Agricole recule entre 2 et 2,5% ce soir. Et puis le gadin du jour, EssilorLuxottica qui perd 6,5% alors que la guerre de pouvoir éclate au grand jour entre la partie italienne et la partie française. Essilor donc lourdement impacté quand même. Le titre perd 10% maintenant depuis le 1er janvier quand le CAC 40 gagne encore près de 15%. Le dollar qui se ressaisit cet après-midi. L'eurodoll sous 1,14, $1,1350 avec la pression quand même du dossier Brexit et on voit que les choses restent très compliquées. En tout cas, les positions se durcissent de part et d'autre alors que le Conseil européen est en cours et le sterling qui décroche désormais de manière assez violente puisqu'on perd près de 1,5% quand même sur la parité sterling-dollar à 1,30, $1,3023 pour un sterling actuellement. Voilà pour l'ambiance du jour, le baromètre Brexit et le lendemain de fête sur les marchés qui se conclut par une pause relative des indices. Le CAC à Paris en tout cas termine sur une baisse de 0,07%, 5378 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos invités. J'ai dit lendemain de fête, Sophie. Oui, lendemain de Fed. Bon, c'était pas la grosse fête effectivement hier avec la Fed. Andrea Tchioni avec nous en duplex chez Saxo Bank pour conclure cette séance. Andrea, effectivement. Bon, je dis c'est pas la fête en Europe, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe sur le marché américain. Alors qui était un peu dubitatif après la Fed hier soir. Bon, et puis la nuit a porté conseil. On repart de l'avant de manière significative à Wall Street. Oui, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est peut-être un peu trop tôt pour s'inquiéter encore aujourd'hui pour les marchés actions. On est encore sur une dynamique qui est quand même positive. On peut avoir des séances de pause. On l'a vu d'ailleurs depuis le début de l'année. On a un marché qui progresse plutôt par palier. On franchit un palier et puis derrière, on a une espèce de stabilisation qui s'opère. Et là, aujourd'hui, on est dans une période de stabilisation. Il n'y a pas du tout de retournement de tendance, de retournement de changement de dynamique sur ce marché, mais plus une pause et puis une volonté aussi et une nécessité de digérer les propos de la Fed parce que c'est pas tous les jours qu'on a une banque centrale américaine qui opère un virement tel que celui qui a été opéré hier, une pause qui est maintenant confirmée dans sa politique de normalisation. Et du coup, ça peut soulever des questions sur justement les raisons pour lesquelles la Fed opère ce virage, ce changement de cap. Des questions qui sont tout à fait légitimes. Et voilà, on peut s'interroger sur, encore une fois, les inquiétudes que peut avoir la Fed, sur la situation économique, sur la croissance mondiale, etc. Autant de sujets qui, normalement, ne devraient pas être positifs pour les marchés actions. Mais malgré tout, on observe quand même une très forte résilience des marchés actions depuis le début de l'année, un rattrapage qui a été très important. Et donc, encore une fois, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour s'inquiéter réellement des marchés actions. La deuxième moitié de l'année pourrait être plus compliquée quand on reviendra, quand on se recentrera sur les fondamentaux économiques. Mais pour le moment, il y a encore d'autres sujets qui peuvent tirer les marchés vers le haut, comme justement les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, etc., etc. Donc du coup, on a aujourd'hui, oui, tout simplement une pause sur les marchés, mais rien de bien méchant. On est encore sur des niveaux qui restent relativement soutenus. En fin de séance, on a réussi à réaccélérer un petit peu, même si ça s'est terminé un peu moins bien sur les indices européens. On peut tout à fait revenir autour des 5004, voire vers 5415. Peut-être pas tout de suite sur les plus hauts qui se situent vers 5445, mais pourquoi pas. Et on a des niveaux d'appui vers 5350, 5315 et une vraie zone d'alerte vers 5200, on va dire 85-90. Mais pour le moment, encore une fois, pas réellement d'inquiétude pour le marché, mais certainement plus d'attentisme, plus de prudence, parce qu'encore une fois, la Fed soulève des questions sur lesquelles on n'a pas
tout à fait les réponses encore aujourd'hui. Donc du coup, ça peut porter à confusion et ça peut nous amener du coup à nous interroger par rapport à cela. Et puis un mot quand même aussi sur cette paire euro-dollar qui a effacé totalement le mouvement post-FOMC où on est revenu sur les 1,1350 et comme je disais tout à l'heure, un retour sur les 1,1350, ça remettrait en question tout le mouvement qu'on a pu avoir. L'explication qu'on peut porter derrière cela, vous avez parlé du Brexit. Oui, il y a le Brexit qui pèse sur l'euro, ça c'est sûr. On ne pourra pas avoir un euro qui flambe dans un contexte pareil. Mais il y a aussi une explication, c'est qu'on a une volatilité qui est très très faible sur le marché des devises, qui est quasiment historiquement faible sur cette paire euro-dollar. Et dans ce contexte de volatilité faible et avec des banques centrales qui ont des forward guidance qui sont marqués et qui sont vraiment dans une situation de pause, on a aussi de la part des cambistes une volonté d'aller chercher des devises à fort carry. Donc aller chercher des devises où les intérêts sont forts et les intérêts du dollar sont plus forts que ceux de l'euro, ce qui peut justifier du coup qu'on efface assez rapidement le mouvement qu'on a observé après la Fed. Donc du coup, voilà, pourquoi pas revenir là aussi sur cette paire euro-dollar sous les 1,13 vers un objectif qui pourrait être autour de 1,1280. Mais il faudra observer la clôture hebdomadaire pour en savoir un petit peu plus et avoir des idées un peu plus claires sur le mouvement. Après, encore une fois, 2 séances qui ont été un petit peu bizarres où on a évolué vraiment, on a vraiment fait le yo-yo sur cette paire euro-dollar. Merci beaucoup Andrea, merci de nous avoir accompagnés pour cette séance de bourse. Sales Trader chez Saxo Bank. Quelques commentaires encore peut-être sur le marché avec nos invités. François Jubin, président de Wise AM. Est-ce qu'on peut quantifier un petit peu les choses là? Quel niveau de risque on peut encore maintenir dans les portefeuilles aujourd'hui? Et puis en termes d'actifs, de zones géographiques, là, avec quel type d'investissement ou de position on est encore le plus confortable aujourd'hui? Alors sur effectivement, nous on avait commencé à couvrir les actions sur le mois de mars. Et même en février, il nous reste encore des positions qu'on va porter parce que il y a quand même eu une news importante. Il y a la Fed. Mais voilà, il y a la Fed. Ouais. Voilà. Et la Fed, c'est pas seulement les actions, c'est aussi le monde émergent. Disait, bien sûr. On parlait du monde émergent, et on voit que depuis le début de l'année, en fait, depuis qu'il y a eu ce revirement de la Fed, et bien notamment sur les dettes locales émergentes, on commence à avoir je ne sais pas s'il y a un retour des investisseurs, mais en tout cas, l'échange de devises locales deviennent plus fermes. C'est le cas du rouble, c'est le cas du peso mexicain. Et puis, sur les taux d'intérêt, ça reste relativement stable. Et on a donc ce fameux carry, donc ce fameux rendement qui, dans un monde où finalement les politiques monétaires qui ne sont plus jugées restrictives, ce qui avait quand même amené quelques années auparavant, 5 ans auparavant, un vrai bain de sang sur toutes les devises émergentes, 2013 pour être plus exact. Donc aujourd'hui, on se retrouve, ces zones-là sont des zones, alors il nous reste cette épée de Damoclès sur la Chine et les négociations avec les États-Unis, mais quand même, on a de la valeur dans ces zones-là, à la fois sur la partie action et à la fois sur la partie dette, avec de la visibilité finalement. Bon, émergent, alors à travers les actions, à travers la dette, ça reste une position avec laquelle vous êtes confortable. Chez Dorval AM, Sophie Chauvellier, qu'est-ce qui définit aujourd'hui la stratégie d'allocation que vous avez mise en place ? Nous, on constate effectivement, donc économiquement, le soft patch, c'est-à-dire l'espèce de passage un peu à vide qui a touché l'économie mondiale, principalement le volet manufacturier. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est effectivement qu'on va sortir progressivement de ce passage à vide, et donc on a plutôt eu tendance à repositionner les portefeuilles depuis la fin de l'année dernière vers des valeurs cycliques. Donc on est vraiment en train de se positionner pour un rebond cyclique. Alors ce rebond, bien entendu, quand on dit ça sur la zone euro, tout le monde est là. Oh, comment ? Un rebond cyclique en Europe, ça veut dire peut-être une croissance qui revient au potentiel et qui le redépasse un petit peu. C'est une réaccélération modeste, mais sur les marchés, ce qui compte, c'est le sens de l'histoire. Ouais. C'est pas tant le niveau, mais c'est la direction. Et c'est vrai que en Asie, on a bien entendu une Chine qui relance. Alors après, il y a débat sur l'ampleur de l'impulsion et quel va être le rebond effectif qu'on va observer. Mais on a déjà des premiers signaux de reprise. Donc on va avoir le moteur
demande externe qui va commencer progressivement à accélérer à partir du deuxième trimestre et puis de façon plus notable sur le second semestre. Et on va avoir à peu près la même chose en Europe. Donc nous, on a plutôt positionné les portefeuilles dans cet esprit-là. Et on aimait bien aussi les actifs crédits, tout ce qui va être plus ou moins crédit, parce qu'effectivement, le bénéficiaire numéro 1 de la politique banque centrale, c'est bien entendu le monde du crédit. C'est-à-dire qu'une banque peut avoir énormément de mal à gagner de l'argent. C'est vraiment une crise de rentabilité pour la banque. En revanche, sa dette est protégée, quelque part. Donc on est dans cette configuration-là. On peut jouer les banques, mais à travers la partie dette bancaire. C'est ça qui est intéressant. Je notais, pour aller dans votre sens, la position short Action Europe, vendeuse d'actions européennes, c'est le trade le plus consensuel selon les gérants qui ont été interrogés par la dernière enquête mensuelle BOFA du mois de mars. C'est la première fois de l'histoire de l'enquête que ça arrive. Oui, mais parce que l'investisseur international, sincèrement, du point de vue d'un Américain, est-ce que on ne peut pas leur en vouloir, mettriez de l'argent en Europe? C'est-à-dire qu'on va de crise politique en crise politique, ça lasse. Oui. Par contre, le pari émergent est le pari le plus consensuel aujourd'hui en portefeuille. Il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que quand même depuis quelques mois, tout le monde s'est bien réexposé sur cette dimension. Mabrouk, je crois que vous notiez dans les échanges qu'on pouvait avoir ce matin, vous êtes plus optimiste sur le plan du commerce mondial. C'est un point qui va un peu dans le sens de ce que défendait Sophie, là. Oui, il y a cette idée que finalement que le secteur manufacturier a énormément souffert à partir, mais depuis finalement le début de l'année 2018. Quand on regarde les indices PMI, on constate finalement déjà qu'ils étaient inscrits sur une pente baissière, et cette pente n'a fait que s'accélérer au fur et à mesure qu'on avait des discussions commerciales et des risques finalement de voir une interruption finalement sur le secteur manufacturier. Et là on se rend compte finalement que la raison pour laquelle je suis un peu plus optimiste, c'est qu'on se rend compte que Trump, déjà, il a besoin aujourd'hui d'une forme de sortie par le haut, de victoire. Il est à la recherche finalement, à un moment donné, politiquement ça commence à être un peu compliqué pour lui aux États-Unis. Il y a les élections qui arrivent, il y a des dossiers qui s'accumulent effectivement sur le cas Donald Trump. Donc aujourd'hui on sent bien que sur le plan interne, il y a besoin effectivement de marquer des points. Et même de marquer des points, bien sûr, c'est d'arriver à un accord. Xi Jinping, c'est à peu près pareil. On est dans une situation où la croissance, on sait bien en Chine, commence effectivement à montrer quelques signes d'épuisement, de fatigue. Bon, bien sûr, on est sur des niveaux de croissance qui restent supérieurs à 6%, en tout cas, c'est les chiffres dont on dispose. Et lui aussi a besoin finalement de redonner confiance, d'une réimpulsion. Donc 2 hommes de raison, 2 adultes dans la pièce qui vont on a 2 hommes politiques, c'est surtout ça, qui ont besoin de marquer des points, qui ont besoin d'asseoir leur pouvoir, qui ont besoin d'arriver à un accord. Donc globalement, on a tous les éléments pour qu'il y ait un accord, quoi. A priori, à un moment donné, si on maximise sa probabilité de réélection, c'est un peu ça le truc. Donc, mais c'est bien dit, très bien dit. On va tout simplement, la nécessité fait loi en quelque sorte, et ils vont arriver à un début d'accord. Attention, le gros du dossier va pas être traité, ça va être quelque chose de larvé. Les sanctions qui ont déjà été mises en place, du moins les relèvements de taxes, vont durer. Mais globalement, ça milite avec effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire une impulsion budgétaire maîtrisée, ciblée en Chine. Ça change effectivement de ce qui a été fait par le passé, c'est-à-dire on sort plus le bazooka budgétaire, on cible effectivement les relances. La Banque centrale a aussi abaissé le taux d'intérêt obligatoire de nouveau. Donc on a aujourd'hui des effets qui devraient se manifester au deuxième semestre. On se reconnecte au marché. Je vous rappelle la clôture en Europe et les marchés américains en cours de séance qui repartent de l'avant après la Fed hier soir. Votre rendez-vous avec Garance, assureur mutualiste des solutions en épargne, santé, retraite et prévoyance. Le CAC 40, je vous rappelle la clôture à moins 0,07%. On marque une pause, on baissait hier, on marque une pause après la Fed hier en Europe, sur les marchés européens en tout cas, 5378 points. Et puis les marchés américains qui repartent de l'avant, qui étaient un peu indécis en fin de séance hier après la Fed. On a accusé un peu le coude. On s'est même étonné de voir la Fed aussi accommodante que ça. Ça a pris de court certains investisseurs et les marchés qui ne savaient plus trop s'il fallait acheter ou vendre, monter ou baisser. Bon, aujourd'hui on a retrouvé le bon sens, le sens de la hausse sur les marchés américains. On repart de l'avant, 7008 sur le Nasdaq et quasiment 2850 sur le S&P 500. À noter le retour en forfare de Lévi-Strauss sur le marché américain après 34 ans sorti de la cote. C'est le grand retour des jeans Levi's qui pesait 6,5 milliards avec un prix d'introduction à $17. Maintenant on est à plus de $22. Le titre rebondit de plus de 30% pour son retour donc sur le marché américain. Notez également la bonne publication de Micron Technologies dans le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis. Le titre gagne près de 8%.
28%. Et puis le gadin du jour, Biogen, qui est obligé d'arrêter le développement d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer qui était en phase 3, donc la phase avant la demande et l'autorisation de mise sur le marché, phase finale d'études cliniques. Donc c'est un gros coup dur qui se paye très cher en bourse puisque le titre Biogen dévisse de 28% actuellement. Le CAC à l'arrivée ce soir, moins 0,07%, 5378 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Il nous reste 5 minutes avec nos invités du Club de la Bourse, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval AM, François Jubin, président de Wise AM et Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Si on prend un petit temps d'avance là sur la séquence de demain, moi il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la visite de Xi Jinping qui commence à partir d'aujourd'hui, je crois, à Rome. Il est peut-être même déjà arrivé, le président chinois. Il vient réaliser un gros coup quand même, Xi Jinping. Il vient mettre l'Italie, pays du G7, et c'est assez inédit, intégrer Rome dans le grand projet de développement d'infrastructures Belt and Road, la route de la soie. Rome en échange est prêt à aller émettre de la dette sur le marché obligataire chinois. Non mais tout ça, ce sont des premières pour un pays du G7 et ce sont quand même des points de renforcement de coopération bilatérale entre Rome et Pékin qui passent pas inaperçus évidemment quand on se place du point de vue de l'Union européenne. Alors, qui a envie d'en dire un mot quand même, c'est pas rien, il y a un Conseil européen, c'est un sujet majeur, la relation avec la Chine. Il y a quand même deux. Le premier aspect, c'est on voit le soft power chinois s'exprimer de manière exceptionnelle. Magistrale. Exactement, donc la Chine attaque entre guillemets, de manière tout à fait courtoise et amicale. Ça vient coloniser la Chine. La zone euro part entre guillemets ce qu'on pourrait appeler le maillon le plus faible, c'est-à-dire le pays dont les besoins de financement sont quand même les plus importants. Et le Portugal aussi, c'était intéressant. Il y a eu la même stratégie avec le Portugal. C'est la stratégie adoptée par la Chine partout. Donc globalement, c'est pas une surprise. Diviser pour mieux régner. Comment affaiblir la zone euro, l'Union européenne, c'est effectivement en y entrant et en faisant et en imposant quelques règles finalement. Le coût des émissions Panda. Panda. C'est ça, des panda bonds. Les panda bonds. Alors c'est effectivement assez mignon, donc si on s'en réfère à l'animal, mais il faut faire attention. Là aussi, ce sont les Italiens qui vont émettre en devise chinoise, en devise locale, détenue par finalement des épargnants chinois. Bon, ça rappelle de vieux souvenirs. Donc là, c'est un symbole, on imagine. Oui, à mon avis, c'est peut-être un symbole, mais le symbole est quand même assez marquant pour pouvoir aujourd'hui alerter les autorités européennes finalement sur on fait quoi du projet européen quelque part. Oui. Donc, et dans un contexte où finalement cette histoire de route de la soie, donc c'est quelque chose, un projet effectivement de très long terme et de très grande envergure effectivement qu'a lancé la Chine, et le fait d'y intégrer un pays du G7. C'est une belle prise. C'est une superbe prise. Oui. Donc ça devrait effectivement commencer à alerter les autres membres du pays du G7 et à se demander qui sera le prochain sur la liste. François, sur ce sujet-là, moi, ça m'intéresse, je trouve. Ça un inédit, donc c'est assez lisible dans le jeu des uns et des autres. Donc, mais ça met l'Union européenne dans une position très inconfortable. Avait-elle besoin de ça, non ? Pour se poser des questions sur son rôle dans le commerce international et dans les enjeux économiques qui s'opèrent entre la Chine et les États-Unis. Non, c'est pas négligeable, mais c'est encore un coup de plus. Ouais, c'est ça. Oui, vous voyez ça plutôt comme quelque chose un point de désunion encore supplémentaire pour l'Union européenne. Oui, non, mais peut-être pas désunion. C'est peut-être le mot est un peu fort, mais on voit bien qu'il y a un ventre mou. C'est l'Union européenne et on peut y rentrer par la porte, la fenêtre. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs portes d'entrée possibles. Bon, on va conclure là-dessus, Sophie, mais quand même. Un mot, je veux dire, c'est pas rien définir une position européenne pour aborder la question de la coopération avec la Chine. Alors on peut faire ça chacun dans son coin. L'Italie choisit cette voie aujourd'hui. Bon, c'est pas un petit sujet. Non, c'est pas un petit sujet, mais c'est pas l'Italie a toujours eu des tentations asiatiques, etc. C'est pas exactement une nouveauté. Les Chinois ont fait des investissements au Portugal, en Grèce. Bon, bien sûr. On n'a pas crié. S'ils ont envie de panda italien. Enfin, quelque part. Si on peut leur transférer un peu de notre risque,
qu'ils le prennent. C'est pas si problématique que ça. C'est pas si problématique vous que ça. Vous ne voyez pas un envahissement ou un poids de la Chine qui deviendrait une dépendance aux investissements chinois? Il ne faut pas oublier que l'Europe est le premier client pour la Chine. Xi Jinping ne va pas s'aliéner l'Europe. Ça n'est pas du tout l'objectif. Donc c'est assez naturel de voir ce mouvement-là. La Chine fait des investissements tout le long de la route de la soie. J'y vois pas quelque chose d'horriblement diabolique. Non, enfin, la position, c'est quand même plutôt aujourd'hui de se dire on se méfie de ces investissements chinois ou est-ce qu'il faut les accueillir à bras ouverts? Est-ce qu'on se méfiait des investissements américains? Pas vraiment. Non, c'est pas quelque chose de diabolique, c'est quelque chose de finement stratégique en fait. Et c'est quelque part une manière d'asseoir une position dominante. On a clairement la Chine qui s'exprime, enfin qui annonce un peu la couleur. Nous deviendrons le leader. Donc, et en renforçant finalement sa présence en Europe, on affaiblit quelque part l'ennemi numéro 1, c'est-à-dire les États-Unis. Il y a une séquence UE-Chine quand même qui commence, donc tournée européenne de Xi Jinping, Italie, il passe par Monaco. J'ai toujours pas compris ce qu'il allait faire à Monaco, mais en tout cas il y va. Et puis Paris ce week-end, il sera reçu par le président Macron. Tout ça dans la perspective d'un sommet UE-Chine le 9 avril prochain à Bruxelles. Donc c'est quand même un sujet majeur et une séquence sino-européenne là qui s'ouvre jusqu'au début du mois d'avril. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités du Club de la Bourse. Le CAC à l'arrivée qui termine sur une séance neutre, moins 0,07% pour l'indice parisien, 5378 points. Le Brexit évidemment qui reste à la une alors que le Conseil européen est en cours et Delphine Yu, notre envoyé spécial à Bruxelles pour vous accompagner évidemment pour suivre ce feuilleton avec Guillaume Paul et Karine Vergnol qui arrivent pour prendre la suite sur BFM Business. On se retrouve demain dès 15h30 pour Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.